Hello! Hello. On espère que vous allez bien. On vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une vidéo qu'on vous a promis après 2 enquêtes paranormales. C'est sur le guéridon. Pour ceux qui s'en rappellent, on avait acquis un guéridon, on l'avait purifié avec vous. Et on avait dit aussi qu'on vous le présenterait dans une autre vidéo. Et cette vidéo, c'est celle-ci. Et c'est parti. D'ailleurs, j'aimerais d'abord te poser une question. C'est pour toi, quelle était ta première... avant qu'on fasse les recherches, comment tu voyais le guéridon? Avant de passer aux recherches, je sais pas comment je peux répondre à cette question. Si on t'avait demandé avant nos recherches, pour toi le guéridon c'est quoi? Quelqu'un qui a jamais entendu parler de ça, qu'est-ce que tu lui aurais dit en... Il y a pour entrer en communication avec des esprits, des âmes, tout simplement. Et sur le fonctionnement, t'en savais quoi? C'est-à-dire le fonctionnement. Qu'est-ce que si t'aurais dit, mais en pratique, comment on fait pour avoir une communication guéridon? C'est-à-dire que avec tous les... Bon, moi j'ai jamais fait, jamais utilisé le guéridon, mais avec tout ce qu'on entend, etc., tout ce que j'ai vu depuis longtemps, on se communique avec les mains en fait. C'est les mains qui apportent la force dans le guéridon et qui amènent l'âme avec notre énergie, quoi. Mais donc tu disais avec les mains, mais tu fais quoi? Enfin, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu aurais fait si on t'avait dit mais le fonctionnement en fait, comment tu fais? Après avoir posé les mains, Après avoir posé les mains, on incante un petit peu, entre guillemets, on appelle un peu ces esprits qui sont autour de nous et qui sont les esprits. Est-ce que ça dépend si toi tu appelles quelqu'un en particulier, savoir la réponse, si c'est la personne que tu as appelée ou pas. Le guéridon, normalement, quand l'énergie passe, il te répond par le biais du pied, en fait. C'est un peu classique comme dans les films on peut voir, quoi. C'est un coup oui, deux coups non. Donc voilà, quoi. Mais attention, moi j'ai jamais fait le guéridon. J'ai jamais. Voilà. D'après moi j'ai regardé vraiment une définition générale sur le Larousse et qui considère comme c'est une table ronde, le plus souvent avec des pieds centrales, souvent à 3 pieds, et que c'est aussi associé aux baguettes, aux pendules, et c'est vraiment l'aspect psychologique de la peur qu'il est repris dans la définition générale. Donc moi c'est vrai que j'avais la même image que toi, de poser ses mains dessus et de demander un coup pour oui, 2 coups pour non, de poser des questions. Moi je l'associe beaucoup plus aux pendules et aux baguettes qu'à une Ouija par exemple, ce qui n'a pas toujours été le cas et que ça dépend des personnes. Là tu n'as la réponse que par oui ou par non. Tu peux pas lui demander vous êtes combien, le nom, voilà, tu as des réponses par oui, un peu comme avec le pendule en fait, comme tu dis. C'est réponse de oui ou non. C'est pas, tu vas pas rentrer en relation avec la personne qui va, tu vas pas lui demander son prénom, comment elle veut qu'il te réponde avec son prénom, quoi. À moins que tu mettes une Ouija au milieu et puis voilà, quoi. C'est un peu comme le pendule, c'est comme le pendule, Le pendule n'a pas de réponse à part oui ou non, quoi. Donc voilà. Moi je me doutais que c'était utilisé depuis assez longtemps, mais moi ce que je dis c'est que c'était utilisé depuis l'Antiquité et ce que j'aurais pas forcément cru. J'aurais plutôt vu ça vraiment plus au niveau du Moyen-Âge qu'au niveau de l'Antiquité. Ouais. Parce que c'est vrai que dans l'Antiquité, moi le guéridon je le verrais pas autrement qu'en bois. Je sais pas, peut-être parce que par rapport à la légèreté que ça doit avoir, et c'est vrai que quand on parle d'Antiquité, je vois pas. Le bois était utilisé, mais au niveau des meubles, c'était pas le matériau. En général, dans les musées, c'est pas le matériau le plus utilisé. Après, c'est peut-être juste une impression, je suis pas spécialiste. Et en fait, c'est la communication avec les esprits. Depuis l'Antiquité, c'était utilisé toujours pour communiquer avec des esprits, mais c'était assez mal vu. Et les personnes qui étaient surprises en train de le faire pouvaient être punies, voire mises à mort. Donc il était très sévèrement condamné. Mais il a fallu attendre le 19e siècle pour qu'il y ait un regard nouveau et un essor du spiritisme, notamment en Europe et aux États-Unis. Et c'est aussi les conséquences des ravages de la guerre et des avancées technologiques qui ont remis en cause les croyances traditionnelles et la communication avec les morts. Aux États-Unis, il y a besoin du spiritisme moderne, notamment avec l'arrivée du guéridon, et c'est dans la ville de Hyattsville, dans l'État de New York, où en 1848, une jeune femme
Maggie Fox, âgée de 14 ans, et Kate, sa sœur de 11 ans, ouvrent une séance de connexion avec l'esprit d'un vendeur ambulant assis dans la maison 5 ans plus tôt. Et elles introduisaient toujours leur séance par si vous êtes un esprit blessé, manifestez-vous en frappant 3 coups. Et en fait, à ce moment-là, ça a été suivi de 3 coups. Et les Surfox sont ainsi parties en tournée nationale. Elles ont gagné leur popularité a permis de contribuer à la propagation du spiritualisme aux États-Unis et au-delà. C'est une forme de communication qui a captivé le public parce qu'il marie science et religion. Et parce qu'en fait on parle aussi de science, parce que 4 ans plus tôt que les Surfox ouvrent leur communication, il y a eu l'invention du télégraphe électronique. Et au même titre que les coups, le télégraphe c'est un peu comme du morse, parce que j'aime bien comparer ça à ça. Et en fait les messages étaient transcrits un peu comme ça, sur une machine. C'est ça, hein. Oui, c'est ça. Et donc ainsi la communication par guéridon et du spiritualisme en général a pu se répandre en Grande-Bretagne, puis sur le continent européen. Ça a touché des paysans petits bourgeois urbains, mais aussi des intellectuels, des scientifiques et des aristocrates. Dans les années 1860, le spiritisme est populaire en France et en Angleterre. Du côté de la France, on a le français Alain Kardec qui a proposé une variante du spiritualisme qu'il a appelé le spiritisme, qui se distinguait des croyances par une croyance en la réincarnation, et c'est pour ça qu'il publie son livre en 1857, Livre des esprits. Et il a un public en France, mais aussi jusqu'en Amérique du Sud et en Russie dès les années 1870 et 1880. Aux États-Unis, le spiritualisme est en essor durant la guerre de sécession parce que en fait, les sciences servaient à communiquer avec les soldats décédés. Dans la première décennie du XXe siècle, l'intérêt a commencé à s'amoindrir pour le spiritisme, mais il a repris dès la Première Guerre mondiale et une pandémie de la grippe espagnole. Il n'y a pas de lieu pour le pratiquer comme on pratiquerait une religion dans une église par exemple, ou un lieu qui est destiné, donc c'est souvent pratiqué dans le privé. On a aussi beaucoup de médiums qui ont recréé des conditions similaires, souvent avec cet aspect très caricatural, de se tenir la main et en attendant des manifestations, des signes d'activité paranormale. Ça peut être des coups frappés, des ressentis d'un souffle frais dans la nuque, des sons de cloches ou de meubles qui se déplaçaient. Et certains médiums pouvaient établir un contact avec les esprits et lui demander s'ils acceptaient d'apparaître ou non. Tu pourrais toi participer à une séance comme ça avec un médium qui tente de faire participer les gens à cette communication? Oui, pourquoi pas. Ça te ferait pas peur? Non. Mais non, pourquoi avoir peur des esprits, c'est... Non, mais c'est que là tu cherches, tu crées un espace où tu acceptes qu'il se manifeste. Et est-ce que tu n'aurais pas peur des limites de cette manifestation? Quand on parle d'un souffle frais dans la nuque par exemple, Ah oui, fait que... Je sais pas. J'ai jamais participé, donc je peux pas te dire, même comme ça de loin ou quoi que ce soit, vu de loin, j'ai jamais participé, donc je peux pas te dire si... je sais pas. Moi je pense qu'il faudrait vraiment que ce soit un médium que je consulte depuis très longtemps et que je connais vraiment. Que tu es en confiance en fait. Que j'ai vraiment ses intentions et aussi ses limites. Ouais. Parce que de savoir, parce que peut-être que le médium il va ouvrir une porte qui permet à l'esprit de se manifester de telle manière, mais que moi je suis pas prête et que en fait avec ma peur je vais ouvrir une autre porte qui va pas forcément être bonne. Et voilà, je pense qu'il faut beaucoup connaître la personne avec qui on le fait, les autres personnes autour, mais aussi soi-même, pour éviter qu'il y ait des problèmes. Ouais, complètement, je suis d'accord. Il y a aussi des médiums, alors ça c'est un peu ce qui peut se passer dans certains cas, et c'est des esprits qui parlent à travers un médium, et on a la plus célèbre des médiums qu'on dit en transe, qui est Leonora Piper de Boston. Elle était un canal pour les célébrités comme Jean-Sébastien Bach par exemple, mais aussi des inconnus. Il y a eu un intérêt aussi scientifique avec des psychologues américains comme William James qui n'ont pas trouvé de conclusion pour cette médium, et donc ils ont laissé ouvert une porte de possibilités
qu'elle était capable d'être un canal pour les esprits. Alors là, les scientifiques qui y croient, c'est quand même pas. Quoique, j'allais dire les scientifiques, c'est très rationnel, mais j'avais écouté aussi dans une émission une scientifique qui disait que le principe dans le scientifique, c'était très ouvert et de pouvoir entendre les choses et que normalement, même, il se faisait pas d'avis tout de suite, mais en général, on peut dire que la science, elle est quand même beaucoup plus dans la rationalité Ah oui, oui, oui. que de tout ce qui a dit. Ouais, je suis d'accord. Il y a aussi des sceptiques, parce que ça, il faut en parler aussi, et dans les années 1850, on a le scientifique britannique Michael Faraday qui en fait considère les tables tournantes comme une activité à démontrer que il a donc démontré que cette activité en fait c'était le mouvement des participants autour de la table et que là où ils plaçaient leurs mains en fait inconsciemment ils faisaient bouger la table de leurs propres mains, un peu comme la Ouija quand on dit que en fait sans s'en rendre compte on met des micro pulsations dans la goutte de la Ouija. Et c'est un phénomène qui peut s'appeler aussi effet idéomoteur. D'autres sceptiques parlent d'une manipulation de la part des médiums qui utilisent une faible intensité, qui donnent une plus grande sensibilité au son et qui se sert des gens qui sont plus influençables, dont les gens qui sont en deuil par exemple. Et que c'est l'accumulation de révélations de ce type qui a permis de faire avouer à Maggie Fox que les séances avec sa sœur étaient fausses. Et en 1888, elle est reconnue coupable pour les coups. En fait, elle faisait des craquements de doigts et d'articulations. Toutes les deux sœurs, elles faisaient des craquements de doigts pour faire croire qu'il y avait des coups. Moi, je trouve que ça peut pas être tout l'un ou tout l'autre. En plus, c'est pas ça, mais craquement de doigts qui fait croire à des manifestations, oui, c'est un peu c'est compliqué, quoi. Ouais, moi je suis d'accord, à un moment donné, voilà, quoi, c'est pas... Maintenant, on n'y croit pas, l'expérience fait les choses, hein. Ceux qui n'y croient pas, en général, ils y vont pas parce qu'ils en ont peur. Donc quelque part, il y a il y a un doute. Ou alors il y a aussi ceux qui vont être curieux et qui en fait ils vont se renseigner et finalement ne pas y croire. Ouais, et je trouve ça, je dis pas que c'est mieux parce que la peur ça se contrôle pas non plus. Non. Mais il y a et surtout que souvent en fait on a toujours cette opposition des scientifiques avec ceux qui y croient et qu'en fait l'un et l'autre on a l'impression qu'ils veulent convaincre l'un ou l'autre. Alors qu'en fait je pense que ça pourrait être aussi assez complémentaire pour dans différents cas en fait. Et que je pense que les outils, c'est des outils, moi je ne le compare pas forcément à la Ouija par exemple, mais pour moi c'est des outils que, alors je dis évidemment que la psychologie elle peut parfois prendre le dessus, mais je pense pas que ce soit toujours le cas. Et ces sœurs-là, je sais pas si elles ont fait des fausses séances, mais en tout cas elles ont quand même permis de faire propager ça, et je pense que ça on peut pas leur retirer que en fait elles l'ont pas inventé mais qu'elles ont permis que ça se propage et qu'il y ait de plus en plus non mais de de toute gens, façon à la limite donc qu'elles ont fait ça, bon à la limite elles ont comment dire parce que c'est même pas de la croyance dans ces cas-là puisque apparemment ce serait peut-être qui faisait les choses. Donc voilà, c'est un peu tourné au ridicule. Oui, c'est vrai. Bah, moi je trouve, hein, après chacun croit à ce qu'il veut, je veux dire, c'est pas, encore une fois, c'est une liberté, j'ai envie d'y croire, j'y crois, j'ai pas envie d'y croire, j'y crois pas. Mais c'est pas la peine d'aller chercher des théories qui viennent contredire ce que tu vas croire ou pas croire. Parce que personne n'a la science exacte à ce niveau-là. Donc, comme le spiritisme, hein, comme les baguettes, comme les pendules, comme toutes ces choses-là. Hein. Ouais, ça peut être un outil, mais comme tu dis, c'est des outils, mais si on en a peur, il vaut mieux pas le faire parce qu'on ouais, voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait. Et moi j'aime bien, enfin moi je l'ai jamais utilisé et c'est vrai que moi même si j'y crois, je pense que je le ferai pas parce que j'ai pas assez de recul dessus, mais par exemple le pendule, j'y croyais, mais c'est aussi quand moi je l'ai fait moi-même que ça m'a confirmé certaines choses. Donc je pense que je le vois de mes propres yeux et que j'expérimente, ce qui est assez compliqué en fait, parce que nous dans les lieux où on va, on peut pas emmener un meuble, voilà, donc peut-être un jour, mais pour l'instant ça va être assez compliqué, mais on voulait quand même en avoir un parce que ça fait partie pour nous des outils un peu essentiels entre guillemets de communication, ce qui veut pas dire qu'on va s'en servir. Voilà. Ouais, bah c'est bien. Est-ce que toi tu veux rajouter quelque chose? Non, mais je crois qu'il faut laisser les personnes croire ou pas croire, encore une fois, et c'est la liberté de chacun, et voilà.
ceux qui en font et puis qui c'est pas du cinéma et puis qui voient des résultats, pourquoi pas? Je vois pas où est le problème, hein. Maintenant, voilà, faut faire attention à ce qu'on fait et puis ne pas faire n'importe quoi. Parce que quelquefois, ça peut peut-être engendrer aussi de mauvais esprits qui viennent s'introduire dans la séance, donc il faut faire attention, quoi. Moi, personnellement, j'ai jamais fait encore, hein, j'ai jamais fait. Mais voilà, mais c'est comme tous les outils hein, qu'on utilise, hein. C'est toujours pareil. Hein. Toujours pareil. Faut toujours faire attention. Voilà, c'est ça. Surtout quand on y croit, bon, et voilà, il faut faire attention à ce qu'on fait. Mais comme dans toute chose, hein, de toute façon. Mais ça, un peu particulier, parce que voilà, c'est quand même les âmes, les esprits. Voilà. Juste pour préciser, si vous voulez faire des recherches complémentaires sur le guéridon c'est un peu le nom qui a été vulgarisé, mais c'est plus le nom du meuble, parce que nous on a eu beaucoup de mal à faire de recherches. Oui, tout à fait. Il ne faut pas taper guéridon ou faire des recherches autour du guéridon. Le nom principal, c'est table tournante. Oui. Et parce que c'est vrai que parfois il y en a qui s'en servent vraiment comme une table qui peut aussi tourner. Mais après, moi, c'est vrai que je trouve que ça, j'ai un petit peu de mal avec ça. Moi, ça va vraiment être plutôt les coups pour le coup. Et puis, les coups pour le coup. Le coup pour le coup. Donc, voilà. C'est bon? Oui. Bah, merci beaucoup. Au revoir et à très bientôt. À bientôt.